Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e sommet de l'Axe Seine organisé par le Journal de l'Axe Seine. Le Journal de l'Axe Seine qui est le média des professionnels, des acteurs publics et privés de la fabrique des territoires le long de l'Axe Seine. Nous parlons d'énergie, nous parlons de mobilité, de transport, de logistique, évidemment d'aménagement, de construction, de réindustrialisation. Cette production éditoriale par notre équipe de journalistes se prolonge aujourd'hui à l'occasion de ce sommet de l'Axe Seine. Donc 5 éditions auparavant qui étaient organisées à Paris, puis nous avons choisi cette année de territorialiser l'événement afin d'être au plus proche des maillons de la construction de cet Axe Seine. Nous vous remercions tous pour votre présence et puis nous remercions tout particulièrement l'ensemble de nos partenaires qui nous permettent d'organiser cet événement aujourd'hui. Il serait trop long de les citer, mais je souhaiterais quand même remercier tout particulièrement la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui s'est mobilisée pour cet événement, qui nous a énormément soutenus. Et puis également le lieu qui nous accueille, le Volcan, donc un lieu culturel fort qui est marqué par l'esprit d'audace, par un esprit de création. Et je nous souhaite à tous que cette audace et cet esprit de création inondent nos échanges et nos rencontres. Nous vous prions également de bien vouloir excuser l'absence d'Édouard Philippe qui a été retenu pour une convenance personnelle mais qui est représenté aujourd'hui par Jean-Baptiste Gastine, qui est vice-président du Conseil régional de Normandie et vice-président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Jean-Baptiste Gastine, je vous invite sur scène pour l'introduction de cet événement et je vous demande de l'applaudir très fort. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et très heureux de vous accueillir au Volcan. Je dois saluer les élus des différents établissements publics réunis dans l'entente Axe Seine qui soutient le journal de l'Axe Seine dans l'organisation de cet événement. Édouard Philippe avait prévu de vous accueillir ce matin et pour être un peu plus précis encore que ce qui a été dit à l'instant, vous avez peut-être appris comme lui le décès de Philippe-Louis Dreyfus, l'armateur Philippe-Louis Dreyfus, et il a été président d'Armateurs de France il y a quelques années, et ses obsèques sont organisées ce matin, et Édouard Philippe a souhaité y participer. Je suis très heureux de le représenter pour vous parler évidemment de l'essentiel, c'est-à-dire de l'Axe Seine, remercier le journal de l'Axe Seine d'avoir entendu le souhait des élus normands d'organiser des matinales. Il y en a eu une à Rouen au mois d'avril qui portait sur les thématiques de la culture et du tourisme, et donc celle de ce matin au Havre qui porte sur une de nos grandes priorités, peut-être celle d'ailleurs qu'on doit mettre au premier rang et afficher comme telle, la décarbonation des activités maritimes, portuaires et industrielles. Pour le reste, la décarbonation des logements, c'est aux propriétaires et aux élus des villes et des agglomérations que nous sommes d'accompagner ce mouvement-là. Donc décarbonation du port et de l'industrie. Et je m'adresse évidemment à des gens qui connaissent ça par cœur et beaucoup mieux que moi, mais c'est pas une idée, c'est pas seulement un projet, c'est bien plus qu'un projet, et c'est en fait une démarche qui est déjà engagée et qui est déjà très engagée. Je vais vous donner pas beaucoup de chiffres, mais peut-être celui-là, qui vient de l'agence d'urbanisme de la région du Havre, qui s'était réunie il y a quelques jours ici pour fêter ses 60 ans. Et l'agence d'urbanisme de la région du Havre observe les transitions, c'est une de ses fonctions, et elle a publié il y a quelques mois de cela une étude qui s'appuyait sur les éléments apportés par tous les industriels de la zone industrielle-portuaire du Havre. Pardon pour ceux qui sont au-delà, mais reconnaissez que dans la zone industrielle-portuaire du Havre, il y a évidemment beaucoup d'industriels émetteurs de dioxyde de carbone. Et le résultat de cette étude montrait qu'entre 2012 et 2022, les émissions de CO2 dans la zone industrielle-portuaire du Havre ont été diminuées de moitié. On est passé
de 13 millions de tonnes de CO2 par an à 6,5 millions de tonnes de CO2 par an. C'est vous dire si le processus de décarbonation, il est déjà très engagé et qu'il faut aujourd'hui réunir les conditions pour le poursuivre, pour l'accélérer, peut-être pour aller vers des réductions de CO2 qui seront plus difficiles que les premières, parce que souvent, quand on s'approche de la fin, c'est plus difficile que quand on commence. Et en même temps, on a des process et des partenariats et des solutions techniques qui deviennent de plus en plus éprouvées aussi. Je voudrais revenir sur cette diminution de moitié des émissions de CO2 du territoire industriel du Havre, parce que si on regarde le détail, il est intéressant. Il faut être lucide. Les 2/3 de cette réduction viennent de fermeture de sites. Ce n'est pas surprenant. Pour tous ceux qui suivent l'actualité industrielle depuis des années, on a fermé la centrale thermique il y a 3 ans. Et probablement que l'autre grande fermeture, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, il n'y en a eu que 2 en réalité, c'était les ciments Lafarge, plutôt il y a une dizaine d'années. Voilà. Et donc, les 2 sites qui ont fermé, c'est ceux-là, et on l'a assumé totalement ici. Et il n'y a aucun regret s'agissant de la fermeture de la centrale thermique, puisque dans le même temps, de nouvelles filières industrielles se sont installées, en particulier au pied de la centrale thermique, et c'est très emblématique de la transition énergétique. Au pied de la centrale thermique, nous avons accueilli l'usine Siemens Gamesa, qui fabrique des pales d'éoliennes et qui fait travailler aujourd'hui 1200 salariés et qui est en train de faire des travaux d'extension pour s'adapter au marché et faire travailler, on l'espère, demain 200 salariés supplémentaires. Mais un tiers de la baisse vient des efforts réalisés par les industriels qui sont parfois là depuis longtemps et qui ont engagé cette transition énergétique avec des solutions qui leur ont permis de réduire leurs émissions de CO2 dans des proportions très importantes. Et c'est ce travail qu'il faut continuer, et c'est ce travail pour lequel nous nous organisons à l'échelle du territoire, à l'échelle de la Basse-Seine, à l'échelle de la vallée de la Seine tout entière. C'est le projet Socrate, avec d'abord des études pour voir comment on peut continuer, comment on peut accélérer et faire ça dans de bonnes conditions. Et le projet Socrate est sur les rails et devrait nous conduire à réduire encore nos émissions de CO2, ici au Havre, à Port-Jérôme, mais aussi à Rouen. Cette nouvelle filière qui s'installe, la filière hydrogène, parce que l'hydrogène par électrolyse est un moyen de réduire les émissions de CO2 et que ces projets et ces chantiers sont en cours. Ce sont des efforts d'industriels pour remplacer des énergies carbonées comme le gaz naturel par des solutions électriques, d'où les besoins d'électrification, de renforcement du réseau électrique et d'alimentation électrique de notre territoire et de la Basse-Seine en général. Et puis, c'est des efforts qui sont engagés par le port, par les acteurs portuaires, et je voudrais les remercier et les saluer aussi. C'est d'abord le chantier de la Chatière, qui, par le report fluvial, va permettre aussi de réduire les émissions de CO2, ou en tout cas d'éviter que les émissions de CO2 liées au transport ne progressent peut-être à l'avenir. C'est l'électrification des terminaux portuaires. C'est l'électrification des 3 postes à quai du terminal croisière, ici au Havre, en attendant l'électrification des terminaux à conteneurs. Ce sont les efforts réalisés par les opérateurs de manutention sur les parcs pour décarboner leurs outils de manutention, leur équipement, leur outillage de manutention. Et tout ça est en cours et tout ça se traduit par des dizaines et des dizaines, parfois des centaines de millions d'euros d'investissement. C'est déjà une vallée de Seine qui permet aux paquebots de croisière fluviale de se raccorder. Je crois quasiment partout, ou si ce n'est pas déjà le cas, quasiment partout, ce sera prochainement le cas. Et donc ce sont des dizaines et des dizaines de postes de raccordement électrique pour les navires qui circulent sur la Seine et qui transportent des touristes. Bref, la décarbonation, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste des discours. Elle est en route, elle est déjà bien avancée. Il nous faut la poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Je crois aussi qu'il nous faut faire savoir, peut-être plus que ce que nous arrivons à faire jusqu'à présent, que cette histoire est en route, qu'elle est en marche, que la dynamique est engagée, qu'elle se poursuit et que les éléments sont réunis pour que cette dynamique se poursuive.
Ma seule inquiétude non, ma seule peut-être pas. Et c'est une inquiétude qui suit en fait une grande satisfaction. La grande satisfaction, c'est de voir des projets d'investissement industriel comme on n'osait pas les imaginer il y a 15 ans quand on a lancé cette dynamique Vallée de Seine. Il y a sur toute la vallée de la Seine et en Basse-Seine entre Rouen et Le Havre, dans ce territoire que je connais mieux que la partie francilienne, vous m'en excuserez, il y a des projets d'investissement considérables de centaines de millions d'euros, parfois de l'ordre du milliard d'euros, qui sont prévus, qui sont annoncés. Et encore une fois, il y a 15 ans, on osait imaginer ça. Et pourtant, c'est ça la réflexion à l'origine de la vallée de la Seine. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, juste pour permettre à des gens de circuler, pour aller faire leurs courses au Havre, à Rouen ou à Paris. On avait en tête que cette vallée de Seine présentait des caractéristiques industrielles particulières, particulièrement riches, et qu'il fallait se pencher sur le développement industriel de la vallée de la Seine, sur les transitions qui permettraient à ces activités industrielles de se maintenir, de se développer et au territoire d'en accueillir de nouvelles. Mon inquiétude vient au fait que ce n'est pas facile et que certains projets sont en stand-by, suspendus, parfois à l'arrêt, parfois compliqués, parfois pour des raisons réglementaires, parfois pour des raisons de changement de réglementation, parfois pour des raisons bien compréhensibles de plan de financement et de réunion ou de rassemblement des moyens financiers pour parvenir à ces projets d'aboutir, parfois pour des questions de solutions techniques à éprouver avant de les développer à l'échelon industriel. Bref, beaucoup de projets, mais il faut que nous travaillions tous ensemble pour leur permettre d'aboutir et de faire de la vallée de la Seine le grand territoire industriel décarboné de demain. Et enfin, je terminerai par là, parce que personne ne comprendrait que je ne le fasse pas. Peut-être y en a-t-il qui auraient voulu nous rejoindre ce matin, venant de Paris, et peut-être qu'ils n'ont pas pu. Parce qu'il y a eu une grande tempête et un orage très puissant, beaucoup plus dans la partie orientale de la Normandie et dans la région Île-de-France qu'ici, dans la partie occidentale de la région. Mais une fois de plus, le réseau ferroviaire a été durement éprouvé. Il est d'autant plus éprouvé qu'il est ancien, que la ligne est ancienne, et donc, malgré tous les efforts, et avec tous les efforts qui sont faits pour faire de ce réseau ancien un réseau résilient qui résiste aux événements, on a du mal, quand il y a des épisodes comme celui d'hier soir, à permettre la continuation du service public de transport ferroviaire. Il faut s'y atteler, évidemment, mais il faut aussi préparer la suite, et la suite, c'est la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et comme souvent, comme souvent, là, peut-être que je vais faire preuve d'un peu d'optimisme, mais comme souvent, c'est quand on pense que le truc est vraiment foutu qu'en fait, il est en voie de renaître. Et donc, c'est le vœu que je formule. Je ne sais pas ce qui sera dit au prochain comité de pilotage prévu le 1er juillet, d'ici donc une semaine, la semaine prochaine. Mais au moment où beaucoup ont annoncé, avec beaucoup de précipitation, l'abandon du projet, il n'en est rien, je ne crois pas du tout. Et au contraire, je crois que la nomination d'un nouveau délégué interministériel il y a 3 mois et que les discussions que nous avons reprises entre les régions, entre les élus normands, les élus franciliens, les élus du département des Yvelines en particulier, très inquiets et très hostiles, momentanément, je l'espère, à ce projet, les discussions ont repris et j'ai bon espoir que ce comité de pilotage du 1er juillet prochain, qui est quand même un comité de pilotage alors qu'il n'y en a pas eu depuis 1 an. C'est vous dire si depuis 1 an, et l'avis du Conseil d'État n'y change rien, depuis 1 an, le projet était complètement bloqué. Et je crois que le moment de remettre le projet sur les rails est arrivé. C'est ce que je nous souhaite collectivement, et je vous souhaite aussi de bons échanges. Merci à tous ceux qui vont animer les tables rondes qui vont suivre. Merci beaucoup, merci Monsieur le Vice-président.
Merci beaucoup.